d'abord, je voudrais remercier M. Carsanti et son équipe de l'invitation que j'ai reçue. Je suis vraiment content d'être là. Je suis content de venir parler d'éducation physique, mais surtout de pédagogie. Donc, la tablette numérique en éducation physique et à la santé. Ben, c'est quoi le rapport? Faites-vous-en pas, on ne jouera pas au frisbee avec les tablettes. Il y a une collègue de travail qui me dit tu fais quoi ces temps ici? J'étais en train de préparer le diaporama là, que vous allez voir tantôt. Je suis en train de préparer un diaporama pour une présentation au sommet du iPad qui aura lieu la semaine prochaine. Elle dit c'est quoi ton sujet? Ben, c'est l'iPad en éducation physique. Fait qu'elle me dit ben, c'est quoi le rapport? Donc, c'est ça qu'on va tenter de voir ensemble. C'est quoi le rapport? Pourtant, l'important, on dit, ben, en éducation physique, il faut que les élèves bougent. Ben, moi, je dirais, l'important, c'est qu'ils apprennent à bouger. Tout ça en adoptant de saines habitudes de vie. Donc, dans le programme, dans mon descripteur, ça se terminait avec la phrase qui est affichée ici. Ici, la tablette numérique permettait à l'élève de bouger mieux. Mais c'est quoi que ça veut dire bouger? Donc, voici en 20 secondes quelques extraits vidéo qui vont faire partie de ma présentation. Tantôt, faites-vous-en pas, on va tout essayer ça. J'ai tout le matériel. Là. Pas de problème. Quand j'ai dit l'important, c'est pas que les élèves bougent. C'est certain qu'il faut qu'ils bougent. Mais c'est surtout le temps d'apprentissage actif à l'intérieur d'un cours, il faut qu'il soit optimisé. Et pour ça, il faut que l'élève soit engagé. Et l'élève a sa part de responsabilité de l'engagement, mais l'enseignant a un rôle à jouer afin de favoriser l'engagement chez les élèves. Et pas parce que les élèves bougent qu'ils apprennent nécessairement. Je pourrais mettre 25 élèves en action dans un gymnase, mais s'il n'y a pas d'intention, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils vont apprendre. Donc, au niveau de l'engagement, il y a l'engagement moteur. Vous allez voir, je l'ai mis au centre, un peu plus gros que les autres images, parce qu'on est en éducation physique. Donc, c'est certain qu'on espère qu'il soit le plus possible engagé au niveau moteur. Mais aussi au niveau socio-relationnel avec les autres, lorsque les élèves coopèrent, lorsqu'ils font un plan d'action ensemble, et au niveau cognitif. Et plus les élèves vont être engagés au niveau socio-relationnel et cognitif, plus ils vont être engagés au niveau moteur. Une petite anecdote, quand j'enseignais au primaire, à la fin d'un cours, l'enseignante arrive, vient chercher ses élèves, puis les élèves avaient chaud, ils étaient assis, essoufflés. Donc, l'enseignante a dit « Wow, super bon cours, les amis! » Je l'ai regardé, j'ai dit « Est-ce que tu étais dans mon cours? » Merci, là, mais est-ce que tu étais là? Non. Est-ce que tu connais mes intentions de ce cours-là? Est-ce que tu connais les apprentissages qui ont été réalisés? Non. Mais souvent, on est associé à ça. C'est comme si j'arrive dans un cours, un titulaire, puis je vais chercher un groupe d'élèves, puis je vois les élèves qui ont mal à la main, tellement qu'ils ont écrit, je pourrais dire « Wow! Super bon cours! » Bien, c'est un peu comme ça que je vois ça. Les technologies pour développer les compétences. Bien, c'est quoi une compétence? Souvent, quand je rencontre les enseignants, je leur pose la question. Je me mets dans le rôle d'un directeur des services éducatifs. Je dis, bien là, vous avez un commissaire à côté de vous, une direction d'école, vous êtes tout seul de l'autre bord de la table. Et la première question, qu'est-ce qu'une compétence? Je pourrais la poser au hasard, là. Je ne ferai pas l'exercice. Bien, la définition, tout le monde la connaît, c'est un savoir-agir fondé sur la mobilisation de ressources. En éducation physique, il y a des ressources internes. L'élève a des savoirs, des connaissances sur le corps humain, connaître des règles de jeu, des savoir-faire moteurs, lancer, courir, rattraper. Il y a des stratégies pour faire progresser l'objet vers la zone adverse, exemple. Puis il y a aussi des savoir-être au niveau de l'éthique et au niveau de la persévérance. Mais un élève compétent, c'est aussi un élève qui mobilise des ressources externes. C'est souvent ça qu'on oublie dans la définition.
Quand je jase avec des éducateurs physiques, je dis, c'est quoi un élève compétent? Maxime, là, tu as mis A dans son bulletin. C'est quoi les comportements de Maxime? Bien, souvent, ça va être en lien avec des ressources internes, mais pas beaucoup que Maxime mobiliser des ressources externes autour de lui. Donc, je demande aux éducateurs physiques, c'est quoi que vous avez dans votre gymnase comme ressources externes supplémentaires? Bon, bien sûr, il y a l'enseignant qui est là. Hein, ça pourrait être un père aussi. Du matériel, un ballon, une poutre, une affiche. Et dans ce cas-ci, mais c'est de la tablette numérique, les technologies. Et bien sûr, vous avez vu là qu'il y a une étui protectrice autour. C'est incontournable. C'est certain que la tablette va finir par tomber à un moment donné. Okay? Donc, avoir un outil de protection. Avant que je donne des exemples concrets, mais c'est important de camper, c'est quoi les compétences en éducation physique? Donc, peu importe que ce soit agir, interagir ou adopter, on est dans un processus. Un processus que l'élève doit planifier avec cohérence, doit exécuter avec efficacité, doit faire un retour réflexif sur ses apprentissages. Mais au niveau de la planification, est-ce que l'élève a des outils? Est-ce que l'élève a des ressources pour l'aider à planifier face à un défi que l'enseignant va proposer à l'élève? Au niveau de l'exécution, on veut que l'élève exécute avec efficacité. Et pour ça, l'élève doit réguler, doit s'ajuster en cours d'apprentissage. Mais voici le défi. Mais l'exécution, c'est éphémère. Il n'y a rien de tangible, il n'y a plus de traces. J'ai fini un mouvement, c'est terminé. Puis on questionne l'élève à savoir, mais qu'est-ce que tu pourrais faire pour t'ajuster? Mais ce n'est pas évident. On va voir tantôt des façons de faire. Et le retour réflexif, et plus l'élève est outillé pour mieux planifier, et mieux il est outillé pour bien réguler, mais le retour réflexif va être davantage pertinent. Les exemples qui vont suivre sont basés sur des éléments qu'on retrouve à l'intérieur des 3 temps pédagogiques, au niveau de la préparation, réalisation et intégration. Ils sont basés aussi au niveau des besoins. Donc, la personne, j'oublie son nom, là, juste en avant de moi, là, elle parlait aussi des besoins, puis Annie Martin ce matin aussi. C'est quoi les besoins? Donc, c'est ça qu'on va voir, les besoins au niveau de l'apprentissage. Mais un des besoins pour l'enseignant, c'est de varier ses stratégies pour annoncer l'activité à venir, pour susciter l'intérêt des élèves, afin souvent de les motiver pour les lancer dans la tâche. Donc, bien sûr, dans la phase de préparation, on appelle ça l'élément déclencheur. Puis un des moyens, mais c'est le visionnement d'une courte vidéo. Une courte vidéo qui doit durer environ entre 30 puis 1 minute et demie environ. Donc, voici un exemple. Ça dure encore 15 minutes, ça va faire l'objet de ma présentation. En fait, 160 quelques sauts en 30 secondes. On a fait l'expérience avec 2 groupes d'élèves. Donc, un groupe d'élèves auquel on les a invités au début du cours à faire du saut à la corde afin de réactiver leur connaissance antérieure, faire différents types de sauts qu'ils connaissaient, puis essayez-en 2, 3, vous ne connaissez pas. Les élèves se sont lancés dans la tâche. Avec un autre groupe d'élèves du même niveau, on a présenté une vidéo semblable à celle-là. Mais avant de commencer, j'ai de quoi vous présenter. Je présente la vidéo. Et déjà qu'on a vu au niveau de l'engagement, lorsque les élèves se sont lancés dans la tâche, quand ils ont regardé la vidéo, parce qu'on a questionné des élèves après, ils se questionnaient. Ils se questionnaient sur le nombre de sauts qu'ils étaient capables de réaliser. Ils se questionnaient, est-ce qu'il y a d'autres types de sauts par rapport aux sauts comme celui-là? Puis je peux vous dire qu'il y en a au-dessus d'une centaine là, de sauts individuels qu'on peut faire. Si on présente une vidéo plus que 2 minutes, à ce moment-là, l'intention, ce ne serait peut-être pas susciter l'intérêt ou un élément déclencheur. Ce serait davantage que des élèves comprennent des principes ou des stratégies. Parfois, présenter une vidéo de 4 minutes peut faire une grande différence sur l'engagement moteur des élèves. Parce qu'en éducation physique, on est constamment dans le mouvement.
Donc, on a fait le test dans une activité collective où ce que les élèves, lorsqu'ils ont fini de regarder la vidéo, sont allés en situation de jeu. Déjà, ils connaissaient le positionnement. Déjà, ils tentaient de mettre en place des stratégies. On l'a fait sans la vidéo et il y a beaucoup plus d'arrêts de la part d'enseignants parce que les élèves ne savaient pas où se placer. Les stratégies étaient souvent, on appelle ça pognées dans un tas, là, hein? Dans un sport collectif, tout le monde s'arrachait le ballon au même endroit. Donc, le visionnement d'une vidéo. Une autre façon comme élément déclencheur, mais étant donné qu'on peut utiliser la visioconférence, qui pourrait être intéressant, c'est de communiquer avec un autre groupe classe. Donc, on a vu une vidéo ici qui apparaissait sur le web, mais pourquoi pas communiquer avec un autre groupe d'élèves du même niveau qui pourrait nous présenter une courte vidéo, justement, avec des élèves qui sont habiles à faire du saut à corde ou l'ensemble du groupe. Un projet que j'ai en tête, ça s'appelle « Donner au suivant ». Ce qui serait intéressant, c'est de faire bouger les élèves d'une autre région, d'une école à l'autre, soit en faisant de la danse aérobie. Et souvent, ça donne la signifiance, parce que ce qui donne la signifiance, il y a plein de choses qui donnent la signifiance, mais des fois, avoir un public aussi, quelqu'un qui nous écoute à l'autre bout, ça a une certaine signifiance. Donc, on le fait pour qui, pourquoi, quand, comment, des événements qui peuvent être signifiants. Un autre besoin, mais c'est d'activer les connaissances antérieures des élèves. Je vous l'ai dit, on peut le faire dans l'action, mais souvent, on le fait par questionnement. Mais le questionnement, le défi, c'est d'interpeller le plus grand nombre d'élèves. J'ai demandé à une enseignante, là, si tu questionnes tes élèves sur ce qu'ils connaissent de l'activité, c'est qui répond? Bien, les sportifs ou les 4-5 mêmes, hein, qui lèvent souvent la main, puis en classe, c'est souvent les mêmes qui répondent. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un questionnaire en ligne avec ceux qui connaissent le Google Drive, donc un formulaire. La moitié du groupe est arrivée dans le gymnase, on fait l'échauffement, et l'autre moitié, on avait 4 tablettes en équipe de 3. Ils ont répondu au formulaire. Ce qu'on a vu comme différence, c'est que les élèves étaient beaucoup plus engagés parce qu'ils étaient seulement sous-équipe pour répondre. Ici, c'est un lien là, avec les différents niveaux d'intensité de travail. Donc, ça s'est fait de façon vraiment efficace. En 2-3 minutes, l'ensemble des élèves avaient répondu au questionnaire. Par la suite, en grand groupe, bien, on peut faire un retour. Donc, vous savez que Google Drive, là, ça donne des graphiques. Donc, on peut dire, bien, 85 % de mes élèves, vous pensez que prendre votre fréquence cardiaque, c'est la main sur le cœur. Est-ce que c'est toujours ça que vous pensez? Puis, ce qu'elle me dit, pendant que les élèves répondaient, on voyait qu'ils essayaient différentes façons de prendre les fréquences cardiaques. Mais en grand groupe, ils n'auraient peut-être pas fait ça nécessairement. Ce n'est pas aussi facile de faire un retour. Un autre des besoins, c'est de faire de la modélisation. En éducation physique, je vous l'ai dit, on est constamment dans le mouvement. Et pour être efficace dans le mouvement, il faut que l'élève ait une représentation mentale de ce qu'il a à faire. Et pour ça, mais le moyen, ça prend de la démonstration. Mais le défi, c'est est-ce que l'élève a accès à des démonstrations au moment opportun, quand ça lui tente? Est-ce qu'une fois qu'il a fait la démonstration, est-ce qu'il peut avoir encore accès? Parce que souvent, elle est faite par l'enseignant, par un père, hein? Mais une fois qu'elle est faite au début du cours, c'est plus difficile de la refaire parce qu'on n'a pas les outils. Donc, voici un exemple. Hein, c'est une affiche. Il y a des élèves qui, seulement à lire l'affiche, à lire, ils vont avoir une représentation mentale. D'autres élèves, à voir les images, vont avoir une représentation mentale. D'autres élèves, mais ça leur prend un petit peu plus. Présentation d'une vidéo, par exemple. Ça, c'est une affiche qu'on a un code QR qui est associé à une ressource. Ce sont des élèves en action. Puis l'an prochain, je suis en train justement de bâtir des ressources de démonstration que les élèves en gymnase pourront aller consulter. Et ça favorise beaucoup l'autonomie des élèves. Voici, une fois qu'on numérise le code QR, le type de vidéo que ça peut donner face à une situation, un obstacle que les élèves ont à franchir. Et il y a 3 niveaux de difficulté. Pourquoi 3 niveaux de difficulté? Parce qu'on veut que l'élève franchisse les obstacles selon ses capacités. C'est ça, développer des compétences. Quand je développe des compétences chez les élèves, lorsqu'ils vont faire du ski alpin, mais je veux qu'ils soient capables de bien lire la piste, de choisir une piste en fonction de ses capacités, puis qu'il y ait de l'exécution motrice pour être bien capable de descendre de cette piste-là. Puis une fois rendu en bas de la piste, mais de faire un retour. Bon, j'ai choisi la bonne piste, moi. Okay? Qu'est-ce que je pourrais faire pour m'ajuster? C'est dans ce processus-là qu'on veut emmener nos élèves. Voici d'autres exemples de modélisation, qui peut se retrouver sur des applications, hein, ou sur des sites, des ressources en ligne, il y en a plein. Donc, en entraînement à ballon suisse, ici.
quand je vous ai dit qu'il y en avait 112 sauts à la corde, mais voici un des 112. Donc, en judo, et en gymnastique. Donc, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous voudrait nous faire une démonstration pour tasser peut-être les tables. Tantôt, je vous ai parlé de planification, qui est un critère d'évaluation de notre compétence. Mais pour ça, ça prend l'élève, il doit avoir des ressources, hein, des exemples, des modèles, mais il doit aussi avoir des outils. Donc, il y a des applications, il y a des terrains, où les élèves, justement, peuvent planifier des stratégies en équipe. Donc, les élèves qui sont en attente sont engagés au niveau cognitif et socio-relationnel avec les autres pour construire une stratégie. Voici un exemple. Donc, on peut voir que les élèves pourraient placer, exemple, le positionnement des joueurs. C'est quoi les options du porteur, du non-porteur du ballon? Tout ça pour faire progresser l'objet vers la cible adverse. Puis par la suite, bien sûr, tenter de l'appliquer en situation de jeu. Celle-là, je pense que c'est ma préférée. Un autre besoin, c'est favoriser la régulation chez les élèves. Un des moyens, c'est le questionnement. On questionne les élèves. Par contre, je l'ai écrit à gauche de l'image, mais l'exécution motrice est éphémère. Donc, c'est bien difficile. Après une partie de basket de 3 minutes, on demande à les élèves, c'est quoi les aspects améliorés? Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Ça finit 10-0 après 3 minutes. Les réponses les plus populaires, mes P font pop, les plus populaires, c'est les équipes ne sont pas justes. On est poche. Okay? Je caricature, mais ça ressemble un peu à ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de repères. On le fait avec la capture vidéo d'un 3 minutes. Aussitôt que les élèves ont terminé leurs 3 minutes de jeu, ils viennent se voir par la suite, puis là, ils ont des repères. Puis tantôt, quelqu'un l'a dit, là, c'est important d'avoir des éléments observables. J'ai beau me regarder, mais c'est quoi que je regarde? Puis ça, c'est le rôle de l'enseignant de cibler ces éléments-là avec les élèves, mais il faut que l'intention soit bien claire. On a fait une situation en aérobie. Les élèves devaient en équipe se créer des mouvements enchaînés de façon synchronisée. Ils ont déposé l'iPad sur le banc suédois et il y a des applications qui font du retard sur l'image. On peut retarder l'image de 30 secondes, 1 minute. Ils font leur prestation, ils vont cliquer sur l'image, puis tout de suite, ils se revoient parce que ça revient 1 minute en arrière. Déjà là, ils peuvent savoir s'ils sont synchronisés ou pas. Mais le rôle de l'enseignant, c'est est-ce que vous l'êtes synchronisé ou pas? Il y a une question qui doit venir avec ça. Puis là, c'est là qu'on va travailler les modes de communication dans le programme de formation. C'est quoi les trucs qu'on peut se donner? Bon, on peut se faire un clin d'œil, on peut se faire 1, 2, 3 go, bon, communication verbale, communication gestuelle, etc. Si on va dans un niveau d'analyse un peu plus loin, il y a des applications qui permettent d'annoter. Donc, ici, on peut voir qu'on a annoté des éléments, soit conservés ou améliorés, puis en plus, on peut se comparer à un modèle existant. Puis je vous assure, lorsque les élèves retournent dans l'action, ça vient de tout changer. Parce que là, il y a une représentation mentale, tantôt on l'a dit, de c'est quoi qui fonctionne, puis qu'est-ce qui ne fonctionne pas. On a fait l'exercice juste en faisant des push-ups, l'extension des bras. Un élève qui n'était pas droit, juste le fait de savoir filmer, elle était certaine qu'elle avait le dos droit. Quand elle est revenue faire ses extensions des bras, ça venait de changer, parce qu'elle avait une représentation mentale. Il y a d'autres applications qui sont un peu simplistes. Hein? Si vous faites de l'activité physique dans le sport collectif, souvent la partie se termine avec des points ou du temps. Donc, il y a des applications qui permettent de comptabiliser ça, hein, un pointage. Je vais revenir un petit peu plus tard sur cette diapositive-là. Il y a aussi des applications, hein, si vous faites de la course, souvent on a une question de temps, des chronomètres, donc les élèves pourraient gérer de façon autonome la gestion du temps. Puis là, ici, on peut voir là, qu'il y a quand même 6 personnes en même temps. Je reviens à ma diapo de tantôt. Parfois, c'est intéressant de voir l'application autrement. L'application, quand on la regarde, on dit, bon, ça a compté les points au basketball, on voit bien, puis le temps. Mais elle pourrait servir aussi d'outil d'observation. Donc, les élèves, un père qui observe, pourrait comptabiliser, hein, en lien avec des éléments observables, le nombre de frappes réussies, manquées, le nombre de démarquages efficaces, puis ça amènerait à la régulation par la suite parce qu'on pourrait se questionner par rapport au résultat qui est obtenu.
Et on sait, lorsqu'une personne aussi observe, est aussi en train d'apprendre, est engagée, est en train d'apprendre, puis elle aussi, lorsqu'elle va retourner dans l'action, il va y avoir un changement. Maintenant, on va parler des types d'installations. C'est beau tout ça, là, mais on est dans un gymnase qui a un environnement physique qui est complètement différent d'une classe. Je vais vous parler des types d'installations qui existent. Ce qui est intéressant, bien sûr, c'est des fois d'avoir un écran plus grand. On a les iPads, il y en a qui ont un iPad, 2, 3, 4. Dans certains cas, plus ou moins, ça varie. Donc, un Apple TV relié avec un téléviseur. Mais le téléviseur dans un gymnase, c'est la même chose. Il faut aussi le protéger. Donc, il y a des installations que le téléviseur est intégré au mur, protégé avec un genre de plexiglas qui est un Lexan. Hein? Donc, le téléviseur est là en permanence. Il y en a même un qui me dit qu'il y avait 2 téléviseurs dans son gymnase, à chacun des bouts. Une école est en train de s'équiper d'un téléviseur, mais pour le protéger, il va être dans le local de l'éducateur physique. Donc, souvent, il y a un local, mais avec une vitre. Donc, on va mettre le téléviseur de l'autre côté de la vitre, et ce ne sera pas Apple TV, ça va être Air Server ou Réflexion. Là, tantôt, Renaud en a parlé. Et c'est son ordinateur qui va être connecté à son téléviseur. Donc, étant donné que l'iPad va parler à l'ordinateur, mais ce qu'on va voir sur l'iPad, ça va apparaître dans le téléviseur, et avec une souris sans fil, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pouvoir aussi contrôler son ordinateur, s'il a besoin du iPad, de l'ordinateur. Donc, tout le matériel est protégé. Une autre installation, c'est quoi ça, vous pensez, qui est à droite? Et oui, vous l'avez bien dit, c'est un canon interactif dans un gymnase. Il y a différents types de dispositifs de tableau numérique interactif. C'en est un canon interactif qui est dans un gymnase. Il est protégé dans un grillage. Et le tableau qu'il y a là, c'est un tableau blanc standard, qu'il y a déjà dans la majorité des gymnases au Québec. Ce gymnase-là est vraiment bien installé parce que le filage du canon passe de l'autre côté du mur et c'est son local d'éducateur physique qui est là. Donc, son ordinateur reste en permanence sur son bureau. Donc, le matin, elle arrive, elle allume son portable, allume le canon. Puis là, il y a plein de trucs à faire avec le canon interactif, mais je ne vais pas rentrer dans les détails du canon interactif et de ses nombreuses possibilités qui est là. On a de lancer des ballons de basket dessus. On s'est pendu après. Moi, puis c'est le gars qui l'a installé pour être certain que ça fonctionne. Donc, tout va bien à ce niveau-là. Et il y a même une caméra intégrée dans sa porte de son local d'éducateur physique, justement pour que les élèves puissent se filmer et faire de la régulation suite à des actions motrices. Et la caméra est aussi protégée, qui est là. Donc, ici, on peut voir, mais il y a 4 iPads qui apparaissent, parce que tantôt, Renaud l'a bien dit, on peut faire apparaître plusieurs appareils à l'ordinateur, avec Air Server, exemple. Donc, dans ce cas-là, des élèves à distance dans le gymnase, s'il y a un bon réseau, ils peuvent présenter une prestation quelconque, une partie du corps humain, un pointage, différentes observations. Maintenant, au niveau de la gestion, j'ai écrit une approche graduelle. Pour ça, il faut planifier. Il faut que l'élève planifie. C'est quand qu'on va l'utiliser, c'est à quel moment, c'est pourquoi, peut-être un nombre limité d'élèves au départ, peut-être des endroits plus restreints dans le gymnase. Puis ça dépend aussi de notre type de clientèle puis l'âge de nos élèves. Je terminerai avec cette phrase-ci d'une enseignante qui me disait « Mais plus il y a de ressources disponibles pour mes élèves en cours d'apprentissage, plus j'ai le temps de jouer mon rôle d'enseignante. » Merci beaucoup de votre attention.